Bonjour à toutes et à tous. Qu'elles vivent seules ou en famille, de nombreuses personnes adoptent aujourd'hui un compagnon ou une compagne à poil ou à plumes. Une belle aventure, mais qui comporte aussi certaines exigences. Avant d'accueillir nos invités, je vous laisse découvrir le thème de cette émission en images. Regardez. Aujourd'hui est un grand jour, celui d'accueillir un nouveau compagnon qui deviendra très vite un membre de la famille à part entière. À 2, 4, voire 8 pattes, traditionnels ou exotiques, les animaux dits domestiques ont pris au fil du temps une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Le chat et le chien sont en haut du hit-parade de nos petits amis. Officiellement, la Belgique compte 2,5 millions de chats domestiques, 1,5 million de chiens et plus de 6 millions de poissons rouges. Mais que peut-on leur trouver qui justifie un tel engouement? Pour les enfants, un chien ou un chat peut être un parfait partenaire de jeu. Il lui faudra cependant apprendre à approcher l'animal et à le respecter. Contrairement à une peluche, un animal vivant n'a pas toujours envie de jouer. Souvent, il deviendra ainsi un confident pour l'enfant qui lui livrera autant ses peines que ses joies. Pour l'adulte, le fait d'avoir un animal de compagnie semblerait bon pour la santé. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait de promener son chien, par exemple, oblige le maître à faire de l'exercice. Pas d'obligation non plus à préserver une belle image de soi-même face à son compagnon à 4 pattes. Il suffit juste de rester soi-même. Et pour ceux qui laissent leur chien ou leur chat dormir dans leur lit, une large majorité affirme avoir un sommeil plus serein en leur compagnie. Mais si la majorité des enfants réclament un animal un jour ou l'autre, et malgré votre désir de leur faire plaisir, mieux vaut réfléchir sérieusement avant de l'acquérir. C'est en effet un engagement à long terme. Il s'agit d'un être vivant qui ne peut pas être traité comme un jouet que l'on met de côté quand il n'intéresse plus la famille. C'est aussi une charge financière. Pour un chat, il faut compter 400 € par an pour sa nourriture et entre 500 et 600 pour un chien. Outre l'achat de l'animal, les frais de vétérinaire, les accessoires, paniers et jouets, l'addition peut monter très vite. Malheureusement, après de longues années de vie commune et d'aventure, nos petits amis nous quittent toujours trop tôt. Si on peut compter sur une dizaine d'années pour un chien, un hamster, malgré tout l'amour qu'on lui porte, ne vivra que 2 ou 3 ans. Pour les enfants, ce sera souvent la toute première fois qu'ils seront confrontés à la dure réalité de la maladie et de la mort. Compagnons de notre quotidien, ces boules de poils continueront encore longtemps à apporter à nos foyers joie et bonne humeur, tout en nous rappelant que leur bien-être dépendra toujours du respect que nous avons pour le monde du vivant. Merci à Corinne Owen et Jean-Louis Géos pour cette introduction à notre thème sur les animaux qui pose déjà beaucoup de questions. Alors pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs personnes au parcours assez différent. Isabelle Loza, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en communication animale, une discipline dans laquelle vous êtes en quelque sorte pionnière, même si vous n'êtes pas la seule. On verra en cours d'émission de quoi il s'agit. Avec nous également l'abbé Vital Landou Balenda, qui est curé dans la région de Malmedy, dans le diocèse de Liège, qui a aussi une relation assez particulière avec les animaux. Il en parlera. Il fait des bénédictions d'animaux notamment. Et enfin, avec nous également, Jeanne de Lobel, bonjour. Alors, vous êtes journaliste de formation, enseignante de français. Vous avez également été animatrice nature et vous avez une passion particulière pour les chevaux. Alors justement, Jeanne de Lobel, je vais commencer avec vous. Vous avez partagé le récit un petit peu de votre connexion avec votre cheval dans un livre qui s'appelle « Et si les animaux nous rendaient moins bêtes ?» un livre dans lequel l'autrice Régine Vandamme a rassemblé pas moins de 95 histoires d'amitié entre des humains et des animaux. Alors, j'ai envie de vous demander, Jeanne de Lobel, votre cheval Zapata, qu'est-ce qu'il représente pour vous?
C'est presque... C'est une de mes âmes sœurs, je vais dire. C'est un compagnon de longue route. On est amis, on est potes depuis 18 ans. Et c'est une relation intime et de confiance et d'aventure. Voilà. Vous diriez que pour vous, c'est vraiment un compagnon de vie, Oui. votre cheval? Tout à fait, oui, oui. Vous en avez d'autres? Vous avez d'autres chevaux aussi, mais est-ce qu'ils n'ont peut-être pas la même place que lui? C'est le cheval avec qui j'ai le plus long parcours. J'ai eu d'autres histoires fortes avec d'autres chevaux qui ne sont plus de ce monde. Mais c'est le principal, voilà, c'est mon compagnon principal. Isabelle Loza, vous êtes donc conseillère en communication animale. Ce que Jeanne de Lobel dit, ça vous parle, cette relation qu'on peut avoir avec un animal? Vous rencontrez ça souvent dans votre parcours? Oui, je pense que c'est ça qui fait tout l'intérêt de notre relation avec les animaux, c'est qu'il y a justement cette partie d'intimité qui va être plus facilement accessible avec l'animal, puisque l'animal a une façon d'être qui est toujours authentique. Et donc pour nous, en tant qu'humains, ça va être plus facile d'être dans une intimité, dans un certain partage en profondeur, puisqu'on n'a pas à jouer un rôle ou à présenter une image, ce qui va être plus le cas dans nos relations avec d'autres personnes, finalement. Jeanne de Lobel, vous êtes d'accord? Vous pouvez être vraiment vous-même avec Zapata? Tout à fait. Oui, je pense que le mot intimité est important, le mot authenticité aussi. On parle souvent de la question du non-jugement. Oui, c'est vraiment, vraiment très important. Et quand on parle d'intimité, c'est de la confiance, c'est aussi de la subtilité, c'est de l'écoute, de la réciprocité, un juste timing qui fait souvent défaut, je trouve, entre humains. On laisse peu de place à ça. Parfois, ça va être très, très valorisé, ça va être romantisé. Mais effectivement, avec les animaux, ça va être plus authentique, plus concret et plus dans l'instant aussi. Alors justement, Isabelle Loza, comment est-ce qu'on communique avec des animaux? Ça peut paraître étrange, mais on communique entre humains, notamment par la parole. Avec l'animal, c'est évidemment différent. Oui. Et c'est réel. Voilà, donc il y a plein de façons de dialoguer avec un animal, évidemment. Ici, ce qui est vraiment le propre de mon travail, c'est une façon de dialoguer un petit peu spécifique. Donc dans ce dialogue, on va utiliser le vocabulaire qu'on a en commun avec les animaux, qui est tout ce qui est sensitif. Donc par exemple, des émotions, des sensations sont des choses qui habitent tous les êtres vivants, même si, voilà, en tant que nous, humains, on va parler avec des mots. Un chat, un cheval ne va pas communiquer avec les mêmes gestes corporels. Mais par contre, un chat, un chien, un poisson rencontrent des émotions et des sensations. Et donc mon travail, c'est d'utiliser ce support-là comme un vocabulaire. Donc il faut s'entraîner un petit peu, évidemment, mais on a cette faculté d'utiliser ce vocabulaire pour échanger, donc avoir vraiment un dialogue avec l'animal. Donc par exemple, récemment, une personne m'a contactée parce que son cheval présentait des signes de fatigue évidents depuis longtemps, sans que le vétérinaire puisse déceler exactement de quoi il s'agissait. Et dans ce dialogue, eh bien, je vais pouvoir ressentir, en questionnant le cheval, des sensations, des émotions. Ici, en l'occurrence, une forte douleur au niveau de l'estomac, mais aussi une émotion, plutôt de frustration dans le cas de ce cheval, qui était liée à la douleur, mais aussi un petit peu justement à la relation avec la propriétaire, qui, ne sachant pas ce qu'il y avait, n'avait pas pu suffisamment adapter le travail, et donc était forcément moins à l'écoute, moins juste avec son cheval, qui en avait l'habitude auparavant. Donc il y a une petite frustration à ce niveau-là, et donc on va ressentir les émotions et le vécu quelque part intrinsèque de l'animal. Alors donc, comment est-ce que vous faites pour, je dirais, interpréter l'émotion de l'animal? Donc vous lui parlez, vous le touchez aussi éventuellement, et vous ressentez l'émotion de l'animal? Alors il n'y a pas nécessairement besoin de toucher et de manipuler l'animal, et faire attention aussi de ne pas interpréter justement. C'est-à-dire que l'outil qui va nous informer finalement, c'est nos sens. Donc par exemple, si je vous raconte quelque chose, que je suis partie à la montagne, que j'ai mangé un gâteau au chocolat, vous comprenez mes mots et malgré tout, votre cerveau vous envoie d'autres informations. On va vous montrer des images, des sensations, ça va faire plein de connexions. C'est ce vocabulaire-là qu'on va utiliser comme support avec l'animal. Et donc moi, je vais ressentir par exemple
tout simplement une émotion de frustration. Et c'est cette émotion-là que je vais transmettre au propriétaire. Mais je ne vais pas interpréter directement. Au fil de la communication, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc il faut faire attention aussi justement de ne pas extrapoler en se basant sur ses ressentis. Abbé Vital. Je voulais demander, Madame Isabelle, et comment votre interlocuteur, en revanche, peut appréhender votre code de langage, saisir vos émotions à vous. L'animal? Oui. Vous l'édiquez, vous... Mais alors non, il y a quelque chose de très naturel en fait dans ce dialogue, puisque tous les animaux ont cette faculté aussi de percevoir, de ressentir des émotions. Et donc, c'est plus un effort pour l'humain, quelque part, de se détacher de ce qui nous caractérise justement comme humain, c'est-à-dire cet aspect plus mental, réflexion, etc., pour faire place au ressenti intérieur, comme on parlait, hein, l'intimité, cette subtilité, etc. Pour les animaux, c'est beaucoup plus facile, quelque part, puisqu'ils sont déjà, en fait, dans être et ressentir ce qui est maintenant. Et donc, ils vont capter très facilement, finalement, ce qu'on va dégager, plus ou moins volontairement d'ailleurs. On sait que les chevaux, par exemple, sont très sensibles aux émotions qu'on va dégager, même si on ne le veut pas. Quelqu'un qui a peur, le cheval va le ressentir. Ben voilà, donc vraiment quelque chose de tout à fait nouveau pour beaucoup de personnes. Jeanne de Lobel, justement, Isabelle Lauzat disait qu'on avait parfois tendance à se projeter aussi, évidemment, nos propres émotions sur les animaux. Est-ce que, justement, on ne risque pas souvent de projeter aussi nos propres besoins sur eux, quand même, de les instrumentaliser? Oui, tout à fait, c'est un risque. Moi, par rapport à ça, je m'intéresse beaucoup à l'éthologie. C'est la science du comportement des animaux. Et je pense que c'est une bonne balise pour à la fois être précis quand on s'intéresse au bien-être animal, ou parfois on parle de bien-être, mais aussi de non-maltraitance. Voilà, c'est un processus scientifique. Mais aussi, donc, pour une question de précision, mais aussi pour ne pas être dans l'anthropomorphisme, où on va être à côté de la plaque. Ça va n'être ni bon ni mauvais, on va être à côté de la plaque. Ce qu'il faut, c'est être attentif aux besoins spécifiques d'une espèce et faire en fonction de cela. Et surtout aussi, je pense qu'on travaille avec des animaux, et notamment avec des animaux herbivores ou avec des proies, mais avec tous les animaux de manière générale, c'est qu'il faut avoir conscience qu'effectivement, ça nous fait du bien. On l'a vu dans l'introduction, ils nous font du bien. Et donc, que parfois, on va presque en être dépendant et qu'il faut savoir qu'est-ce qu'ils vont soigner chez nous. Et comme ça, on a conscience de ces failles-là. Et parce que sinon, on va parfois réagir trop fort sans avoir conscience de où ça vient, de pourquoi ça nous touche à ce point-là, et manquer de discernement sur certaines questions. Et justement faire plein de transferts qui ne sont pas justes. Je pourrais donner différents exemples. Et donc, l'éthologie, c'est une sorte de point de repère rationnel, mais aussi moi, j'aime bien parler de précision et d'observation. Et justement, les animaux, et surtout les proies, surtout les herbivores, ils ont les yeux sur le côté, c'est pas pour rien. Nous, on est omnivores, ils sont devant. Ils observent beaucoup. Et c'est quelque chose que nous, on ne fait plus assez. Et donc, le fait d'observer va nous permettre d'être précis. Voilà, moi, c'est ma base, mon garde-fou pour dire d'être juste par rapport aux animaux. Voilà. Isabelle Lauzat, pour terminer sur ce point, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, comment faire pour respecter véritablement un animal? Ça devient évident de plus en plus qu'il faut respecter les animaux, mais comment concrètement, qu'est-ce qu'il faut peut-être éviter justement? Mais comme disait Jeanne, je pense qu'il est beaucoup question d'écoute et de remise en question. Donc de nouveau, nous, on va avoir... c'est un vrai travail, je dirais, parce qu'on peut avoir notre ego qui a envie de certitude, de choses qu'on ne va pas remettre en question parce que c'est rassurant. Et donc on peut avoir une tendance à projeter notre vision en disant mais voilà, la réalité est comme ça me rassure, je n'ai pas besoin de chercher de façon plus complexe, de remettre ça en question. Le problème, c'est que l'animal, c'est un être vivant, donc il va être dans la complexité, qui va peut-être pas toujours être exactement comme nous on le projette. Et donc c'est important beaucoup de se remettre en question, d'essayer d'écouter, d'essayer d'être dans ce ressenti plutôt que d'en projeter des théories ou des pensées toutes faites. Et donc ça peut être aussi, par exemple, se faire accompagner par quelqu'un qui travaille en éthologie ou quelqu'un qui est spécialisé du chien. Et puis la communication animale, évidemment,
sert exactement ce but-là, c'est-à-dire on a des observations, puis on va écouter vraiment quel est le ressenti de cet animal-là de façon précise et individuelle aussi. Pour continuer cette émission, je vous propose maintenant de découvrir une deuxième séquence qui va nous amener à Villers-la-Ville où on a fêté la fête de Saint-Hubert. Regardez, c'est un reportage réalisé par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. C'est une bien ancienne tradition qui se perpétue ce dimanche matin à Villers-la-Ville pour la fête de la Saint-Hubert. Et si au début, elle réunissait les chasseurs qui invoquaient la protection du célèbre saint pour leurs chiens ou leurs chevaux, ce sont maintenant tous les amoureux des animaux qui se réunissent pour une messe festive célébrée par l'abbé Pelk. Nous sommes tous appelés à la sainteté, à la perfection. La Saint-Hubert, c'est une fête que j'aime bien ici dans la commune de Villers. Et puis je trouve que faire bénir son chien, avec la multitude de chiens, de chevaux et tout ça, c'est vraiment chouette. Donc en plus le temps est de la partie. Est-ce que c'est encore une fête chrétienne, vous croyez? Mon avis personnel, je dirais moitié-moitié. Mais il y a quand même des assidus qui sont là pour la messe et qui pourtant n'ont pas d'animaux, quoi. Et pour vous, qui était Saint-Hubert? Pour moi, c'est un saint qui englobe vraiment tous les animaux. On dit souvent les chevaux, les chiens, mais pour moi non. Un chat, un baudet, n'importe. Pour moi, c'est Saint-Hubert qui protège tout. Oui. Maintenant, bénédiction du pain, ouais. Nous avons ici 5 paniers. Le moment de la bénédiction est attendu par tous, croyants ou peu croyants. Quant à la distribution du pain béni, à l'origine on pensait qu'en donner protégeait les animaux de la rage. Mais aujourd'hui, c'est surtout un geste de partage qui rappelle l'importance des liens qui unissent les hommes et leurs animaux. Elle le prendra directement, elle. Oui, oui. Alors on est venu bénir notre cheval, d'abord pour que tout se passe bien pour lui, qu'il soit en bonne santé, etc. Et puis c'est l'occasion de faire une superbe balade dans les ruines ici de Villers-la-Ville. Est-ce que vous pensez qu'ils sont protégés pour une année? Oui, enfin, par bien d'autres choses aussi, hein, par les soins, par... Ça, c'est Dieu qui le décide. Hein. La longueur de vie, personne ne choisit. Et voilà, au son du de corps de chasse, cette fête de Saint-Hubert à Villers-la-Ville. Abbé Vital, vous venez de Malmedy. Là-bas, chez vous aussi, la fête de Saint-Hubert, c'est quelque chose de très important. Alors j'ai envie de vous poser la question, vous bénissez des animaux à cette occasion-là ou à d'autres occasions. Quel est le sens de cette pratique, bénir un animal? Bénir un animal, voilà, comme on a vu dans la vidéo, il faut humaniser avant de diviniser. C'est d'abord la rencontre de propriétaires des animaux. Donc vous faites du lien. Et puis, on évangélise. Ce n'est pas seulement bénir les animaux, mais il y a aussi l'œuvre de l'évangélisation. Alors, bénédiction, benedicere. Donc, on dit du bien de Dieu. C'est Dieu qui a peuplé le ciel, qui a peuplé la terre, qui a peuplé la mer d'animaux. Nous lui demandons simplement de protéger ces animaux et de les fortifier. Et puis aussi, c'est une manière toujours dans les registres de la bénédiction de dire du bien des animaux. Mes chers qui sont là, Isabelle et Jeanne l'ont dit, dire du bien des animaux, ce qu'ils font par exemple pour les enfants. Aujourd'hui, on sait la plus-value des animaux dans l'éducation des enfants. Et certaines personnes, c'est pratiquement l'unique compagnon de vie qu'ils ont, cette complicité entre les animaux et les hommes. Et puis, et c'est vrai, prêcher sur les animaux, enfin, prêcher pour les animaux
et aider les gens à adopter notre comportement. Parce que, j'allais dire, aujourd'hui, avec notre pape François, les logiciels changent. Alors effectivement, c'est une belle image, le logiciel change. Je savais que je bredouille un petit peu, pendant des siècles, l'Église a une attitude aussi un peu d'instrumentalisation des animaux. Il y a ce fameux verset biblique, vous dominerez la terre, vous la soumettrez. Mais est-ce que l'animal est quand même vu positivement aujourd'hui, enfin, dans l'Église catholique, dans la Bible, dans la foi chrétienne ? Oui, il est vu positivement. Il y a une valeur en soi. Il y a une valeur en soi. Donc, je parlais du pape François qui a publié une encyclique d'anthologie sur l'écologie, Laudato Si, en 2015. Et ce qu'il a encore publié, le Querida Amazonia sur l'Amazonie. Et là, le pape, il est en train de fustiger quelque part ces complexes humains d'anthropocentrisme. Voilà, cet instinct de domination de l'homme, bien d'appropriation de la planète. Lui, voilà, la relation entre le rapport entre les animaux et les hommes, ce n'est plus une relation de prééminence ou bien de supériorité. Laudato Si parle vraiment de l'interconnexion, de l'interdépendance de la toile du vivant, c'est-à-dire de la création. Et l'homme n'est plus prédateur, l'homme n'est plus exterminateur, n'est-ce pas, de la création des animaux en l'occurrence, mais il est le gardien, il est le responsable. Et d'ailleurs, c'est beau de voir que dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est beau quand vous lisez, n'est-ce pas, ce petit ouvrage. Cette fois-là, ce n'est pas le Petit Prince qui demande au renard, c'est le renard qui commence, qui dit au Petit Prince, s'il te plaît, apprivoise-moi. Et c'est beau, et là déjà, et pourtant c'est déjà écrit, c'était, j'allais dire, avant-gardiste, parce que c'était déjà écrit en 1940. Donc voilà, c'est tout un changement de regard, c'est toute une conversion de regard, que je ne suis plus là, l'entité centrale de la planète, que l'animal n'a pas été créé pour moi, il est créé pour lui-même. Et puisque, voilà, j'en suis simplement responsable. Donc, effectivement, le pape François le dit clairement. Est-ce que vous diriez, Vital, que les animaux nous rapprochent de Dieu ? Absolument. Ils nous rapprochent de Dieu. Je parlais de cette interdépendance. Ils nous rapprochent de Dieu dans la mesure où, voilà, c'est des créatures. Et avec la culture de l'émerveillement devant ces êtres, Christiane Saint-Ger le disait encore, mais ma foi, nous marchons sur des joyaux sans nous en rendre compte. Quelque part, les animaux qui sont la créature de Dieu, rien que par le merveillement, par quelques sentiments océaniques, parce que je suis en communion, en intimité avec eux, cela ne peut que me rapprocher de notre source commune, qui est Dieu, le Créateur. Alors, on arrive déjà tout doucement à la fin de cette émission. Il y a un dernier petit chapitre que j'aimerais aborder, c'est celui, évidemment, de la séparation qui se produit de notre animal au moment de son décès. Alors, Jeanne de Lobel, j'ai envie de poser la question à vous d'abord. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette forme de séparation ? Est-ce qu'il y a vraiment un deuil nécessaire quand notre animal décède ? Oui, après, moi je suis d'une famille de paysans et de cavaliers, donc je suis habituée à ça. Et ma manière à moi, c'est d'en parler, de collectionner des photos à propos de ces animaux, des photos de ces animaux, et voilà, de continuer à en parler, de refaire revivre leur histoire. Et moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est de regarder leur fin de vie, de se questionner par rapport à leur fin de vie, que ce soit une fin de vie de qualité. Ce sont des droits qui évoluent pour les humains et parfois pour les animaux, on va avoir difficile parce que justement, pendant longtemps, les animaux, et encore maintenant, on les voit comme des sujets qui nous appartiennent.
Et je pense qu'il faut être assez sage pour prendre du recul et faire les choses au plus juste pour qu'ils aient des bonnes fins de vie. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui je ne suis pas très expressive lorsqu'il y a des décès, des deuils. Mais par contre, je garde longtemps en mémoire voilà, les différents êtres. Et j'y repense souvent. Et alors, moi, je ne fais pas vraiment de distinction entre voilà, les personnes animales ou humaines. Pour moi, c'est des personnes. Voilà, j'y repense souvent. Je pense souvent à eux. Isabelle Lauzat, en tant que experte ou conseillère en communication animale, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être là pour un animal en fin de vie, de communiquer avec lui en fin de vie? Très souvent, hein, parce que c'est vrai que, comme Jeanne dit, de plus en plus, les personnes se rendent compte qu'il y a plein de choix à poser pour que ça soit le plus juste possible pour l'animal en termes de confort, de besoins, etc. Et donc, j'interviens souvent dans ce genre de cas-là. Je pense que c'est vraiment une période importante. La fin de vie et la mort, c'est aussi important qu'une naissance, quelque part. Et donc, de bien accompagner l'animal, effectivement, mais aussi ensuite pour la personne dans ce deuil, mais c'est de reconnaître que c'est un deuil, effectivement, aussi important que celui d'une personne. Et peut-être d'entendre ce qui est difficile pour soi. Parfois, c'est la séparation, parfois, c'est vivre sans l'autre. Qu'est-ce que l'animal m'apportait et qu'est-ce que je peux apprendre de cette épreuve? Il reste 1 minute, Vital. Une dernière question, est-ce que les animaux vont au paradis? C'est vrai que, Christophe, vous me disiez que le pape François disait à un enfant qui a perdu son petit chien et qui était triste, ne t'en fais pas, tu le retrouveras. En fait, là, le pape fait une approche, j'allais dire, eschatologique, holistique, globalisant, parce que la Bible le dit dans le prologue de Saint Jean, en Jésus, tout a été créé. Et Paul le reprend quand il dit, voilà, Jésus va récapituler tout en lui et Dieu sera tout en tout. Donc je crois que cette vision qu'a le pape quand il a dit ça. Voilà. Mais c'est différent tout à fait de l'homme qui est un être libre, responsable et spirituel, parce que là, c'est au prorata de sa foi. Voilà, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a offert son Fils pour qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Donc moi, mon salut, la vie éternelle, c'est par ma foi, puisque je suis un être libre. Eh bien voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci à vous deux également de nous avoir éclairé sur les relations qu'on peut développer avec les animaux et en particulier la communication qu'on peut développer avec eux. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. À très bientôt pour une prochaine émission.